get started in the next few seconds. Okay, we're going to introduce the next panel. As I said, the next panel is about pioneering African football infrastructure. What tangible changes are expected with regular hosting of mega events? There's so many events coming up in Africa on the continent this year and beyond. So for this session, the first speaker will be Zineb Ben Moussa, Managing Director of ANEP, National Agency of Public Facilities, Samson Adamu, Head of Competitions at CAF, Adil Barry, Director Marketing and Head Infrastructures, Yalla Vamos 2030 at the Royal Moroccan Football Federation, François Clément, President of Populous France, and moderating this panel will be Ndeye Diarra of Africa Scores. Please welcome them on stage. Hello, everybody. My name is Ndeye Diarra. I'm the founder of #AfricaScores, a business intelligence platform covering the business of sports in Africa. With me today, I have Mr. François Clément of Populous France, Madame Ben Moussa, who represents l'ANEP, Adil Barry of the Royal Federation of Moroccan Football, and Samson Adamu of the African Confederation of Football. Thank you all for being with us today. We are going to take it away and discuss infrastructures. As we know, there is no football without stadiums, and we are here in Morocco, a country that has gone through a tremendous progress in terms of preparing infrastructure for upcoming competitions. I'm going to start with Madame Ben Moussa et je vais passer en français. Madame Ben Moussa, vous représentez l'ANEP. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'institution qu'est l'ANEP et ce en quoi l'ANEP a participé et contribué au développement des infrastructures sportives au Maroc, s'il vous plaît? Oui, merci Madame. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma joie d'être ici dans cette grande institution et à remercier les organisateurs de cet illustre événement de m'avoir invité à participer aux travaux de World Football Summit et j'espère que ma contribution sera intéressante pour vous. Alors, sans trop tarder, je tiens à préciser que l'ANEP donc, est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'Équipement et de l'Eau. Et il agit pour assurer la maîtrise d'ouvrage déléguée au profit des autorités demandeurs, à savoir les administrations publiques, les entreprises et établissements publics, les collectivités territoriales, ainsi que toute instance d'utilité publique. Avant la création de l'ANEP en 2019, cette institution est passée par 3 étapes importantes. Premièrement, en 1972, c'était un service qui a été créé au sein du ministère des Travaux publics de l'époque. En 1980, ce service a été transformé en une direction centrale du même ministère des Travaux publics de l'époque. Et en 2019, il a été décidé de changer le statut de la direction des équipements publics en l'agence pour plus de flexibilité, pour plus de flexibilité financière et surtout de gestion. Donc, aujourd'hui, l'ANEP se positionne comme un acteur professionnel et technique pour le développement et la promotion des équipements publics et surtout pour des équipements publics respectueux de l'environnement. Donc, de par la diversité et la complexité des projets que l'ANEP a assurés, on est actuellement une grande expertise dans le domaine de la construction des infrastructures sportives, des infrastructures hospitalières,
des universités, des infrastructures culturelles et aéroportuaires, ainsi que des bâtiments institutionnels administratifs, plusieurs au Maroc. Merci. Merci Madame Ben Moussa. On peut l'applaudir. Je vais me tourner vers vous, Adil. Donc, vous représentez la Fédération royale marocaine de football et vous avez particulièrement travaillé sur les dossiers donc de candidature pour les compétitions que sont la CAN et la Coupe du Monde. Félicitations encore d'ailleurs au Maroc pour ces succès. Est-ce que vous pouvez nous parler de la composante des stades dans ces candidatures et ce en quoi ça a contribué au succès du Maroc? Merci pour la question, merci pour l'accueil aussi. On va commencer par la candidature pour la Coupe du Monde 2026. Alors on va dire qu'on a beaucoup appris sur cette candidature, que ce soit sur les stades ou bien sur l'ensemble des sujets qui puissent être inclus sur une candidature. Et si vous vous rappelez, c'était la première candidature pour organiser une Coupe du Monde à 48 équipes. Donc ce n'était pas facile, que ce soit pour nous ou que ce soit pour United. Donc beaucoup de choses ont été apprises effectivement et ça a été travaillé entre 2017 et 2018. Puis après, sur la candidature 2030, on a pu s'améliorer, bien sûr. Et spécifiquement sur la partie stade, on a beaucoup travaillé sur ce qu'on pouvait offrir à une Coupe du Monde, à la FIFA, mais aussi à la CAF, parce que, pour ne pas l'oublier, nos stades vont être aussi utilisés sur les Coupes d'Afrique. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'on a ici un cas d'école, parce que ce qu'on est en train de construire, on l'utilisera cette année, bien sûr, mais on l'utilisera aussi en 2030 et entre ces deux dates. Donc nos stades, je peux vous dire que sur cette partie-là, le travail a été fait aussi avec les Espagnols et les Portugais, donc un travail d'équipe aussi. Mais je peux vous dire que les projets sont très bons pour le football, mais aussi pour ce qui va rester après, parce qu'il ne suffit pas de construire des stades pour le foot, mais il faut aussi penser à l'héritage, ce qu'on va laisser après pour, bien sûr, pour les équipes nationales, mais aussi pour les clubs qui y seront résidents et qui y joueront. Donc voilà. On aura l'occasion de parler justement des clubs et de rentabilité juste après. I'm going to turn to you, Samson. So you are with the Confederation of African Football, and there are quite a few competitions happening in Morocco this year and the years to come. Can you tell us about Morocco's relationship with CAF and what makes Morocco such a great partner of CAF? Yes, it's working now. Thank you very much. I think that there's no perfect setting for this kind of panel to talk about infrastructure here in Morocco, and it's happening here. Even, I mean, your question that you asked about CAF, CAF is currently organizing the Under-17 Africa Cup of Nations here in Morocco, and we're able to do that because also there is the Africa Cup of Nations that is going to be organized at the end of the year. And we're going to be using and the women's. Sorry? Don't forget the Women's African Cup of Nations in July. That is true, the women's, but I'll tell you why I'm talking about the Men's Africa Cup of Nations, because for the first time, we're going to be using 9 stadiums for this competition, right? So it's massive. So all the 9 stadiums are being enhanced for the Africa Cup of Nations. And the 9 stadiums are not being used as we speak. But we're able to organize an Under-17 Africa Cup of Nations. The local league is still going on disturbed, means that the number and the level of infrastructure that is in the country is actually remarkable. It's remarkable, and CAF would, from our side, partner with a country like this because of 3 reasons, I would say. For Morocco, the infrastructure is not only for the nation. They open it up to the continent for use. So CAF obviously organizing competitions here because our goal is to elevate the level of competitions that we have. We do that with the best facilities that we can get on the continent. So we come here to organize competitions like that. But not only that, Morocco also opens the doors to other African countries that are not able to host their matches at home. So within the last 2 years, they've hosted more than a dozen
national teams who have played their national teams here. So with CAF, of course, we partner with them to organize these competitions because they host the competitions here. I talked about 3 things, that's one. The second thing also, I think in the first session, the president of the federation talked about it, is the visionary sports and policy and the strategy that the country has to be able to organize it. So it's continuous, it's not just one time, it's intentional, it's long term also, and also the fact that most of the stadiums now are mostly community based. You know, there's a lot of infrastructure that is being made to link to the stadiums as well. I had the privilege also of visiting some of the stadiums for the AFCON, and we visited with Madam Zainab, with also Adil, we've been touring, and I've seen also, apart from the sporting infrastructure, they're also building bridges and the passerelles that connects communities to the stadium itself. So it's not just infrastructure, it's also helping to integrate well into the community. So I think for these reasons, it only makes sense for CAF to partner with a country like Morocco to exploit the infrastructure and also to help CAF to achieve its purpose, which means to develop and lift the face of African football. Thank you, Samson. François, je vais me tourner vers vous. Donc, vous représentez Populus France, qui est donc la branche française d'un cabinet d'architecture. Et votre cabinet a été retenu pour la construction du projet emblématique du stade. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet et du pourquoi et du comment de ce projet de stade, s'il vous plaît? Merci. Ah, c'est bon. Salam alaikum à tout le monde. Encore merci à World Football Stadium for inviting us for that event with those illustrious people we've been working with for the last 2 years. Je vais passer en français. Donc la question est la question du grand stade Hassan II que nous réalisons en ce moment avec nos partenaires au plus C. C'est un stade assez exceptionnel et qui caractérise la puissance du royaume. Nous sommes un bureau d'architecture spécialisé en équipement sportif et nous réalisons des stades depuis 40 ans. Et c'est peut-être la première fois que nous sommes confrontés à une organisation, l'ANEP, une fédération et un pays qui est en mesure de mettre en œuvre au niveau qualitatif et vitesse ce que nous n'avons jamais vu avant. Quand nous parlons de l'ANEP, nous faisons face à un client, maîtrise d'ouvrage, qui connaît ces stades aussi bien que nous. Alors que d'habitude, nous travaillons avec des clients qui font un stade pour le reste de leur vie. Plus une fédération qui a décidé, suite à la tentative de 26, d'y aller et d'y aller pour de vrai. Actuellement, le stade Moulay Abdallah, qui est en train d'être réalisé à Rabat, est un stade de 70 000 places. Je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est un stade de 70 000 places. C'est un grand stade, ça sera le national. Mais en plus de ça, un stade de club qui aura été conçu et réalisé en potentiellement moins de 2 ans. C'est quelque chose que nous n'avons jamais vu. Quand on parle du grand stade Hassan II, on se retrouve avec quelque chose qui est similaire. C'est-à-dire que nous avons un stade qui va devoir être réalisé très rapidement. Ça sera le plus grand stade de football du monde. 115 000 places, ça c'est une première chose. Mais la deuxième chose la plus importante, c'est que c'est un stade qui est conçu et qui va être réalisé en conformité avec les attentes de la Fédération internationale, de la FIFA. C'est-à-dire que le Maroc, de même qu'avec le stade Moulay Abdallah, va mettre à disposition des instances internationales des équipements qui sont prêts à être utilisés. Non seulement, mais qui en plus de ça, seront utilisés par leur club. Quand je dis leur club, c'est que vous avez les phares à Rabat, mais à Casa, vous avez le Wydad et le Raja qui seront dedans. C'est-à-dire que nous faisons face, en termes programmatiques, à un projet de stade qui est exceptionnel. 1, c'est un stade qui pourrait être un stade national. 2, c'est un stade qui va recevoir les 2 plus gros clubs du pays. Et en termes de conception, les espaces internes de la jauge, c'est-à-dire l'ensemble des gradins, ont été conçus afin de pouvoir accueillir ces 2 clubs de manière égale.
avec un espace qui va être gigantesque, extraordinaire. C'est-à-dire des espaces extraordinaires qui vont être en mesure de déclencher et d'apporter des expériences exceptionnelles pour l'ensemble des personnes qui seront dans cet espace-là. Ce qui veut dire les joueurs, les coachs, les services de sécurité, les services de santé, l'ensemble des types de publics, du grand public au plus haut VIP, la presse. Toutes ces personnes-là vont être accueillies dans un espace que nous n'avons jamais réalisé. Ensuite de ça, afin d'accueillir ces gens-là quand on arrive vers le stade, le travail que nous avons réalisé avec nos collègues de O+C est de créer une grande tente qui, elle, caractérise la notion de l'accueil. C'est-à-dire que c'est un stade qui est d'ici et de nulle part ailleurs. C'est un stade qui est foncièrement africain et qui parle non seulement au Maroc, au continent africain, mais au monde. Et je reviens sur le point que tu faisais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a une capacité à accueillir qui a été utilisée comme étant la source la plus importante d'inspiration pour l'image extérieure du stade. Cette grande tente, le Moussem, dans laquelle, ou pour rentrer, l'ensemble des gens, puisque la tente va descendre vers vous, l'ensemble des gens vont devoir baisser la tête avant de rentrer dans un espace majestueux qui sera l'espace qui est l'espace intermédiaire entre l'extérieur et l'ensemble des grands escaliers monumentaux qui vont permettre de monter à l'intérieur du stade pour déboucher sur l'espace de la jauge. Voilà. Écoutez, on peut applaudir. En tout cas, nous avons hâte d'y être. Alors, je peux maintenant vous poser une question à tous les quatre. On a parlé brièvement avec Adil de la question de la rentabilité des stades. C'est vrai qu'il faut, quand on construit des belles infrastructures, comme vous venez de décrire avec le grand stade Hassan II, il faut penser au-delà du méga événement. Alors, la question que je vais vous poser à tous les quatre, c'est comment est-ce qu'on pense rentabilité des stades, comment est-ce que le Maroc se prépare et qu'est-ce que le Maroc peut retenir des leçons précédentes d'autres pays qui se sont lancés dans de grands projets d'infrastructures pour garantir la durabilité de ces stades. Samson, let me know if you want the translation. Yeah. Madame Ben Moussa, allez-y. Merci. Effectivement, c'est une question qui est très pertinente. La rentabilité des stades et l'usage des stades après les compétitions, il doit être au cœur des grandes discussions avant de décider de construire un stade. Alors, effectivement, si on veut s'assurer de cette rentabilité en tirant expérience des anciens d'autres éditions de grandes compétitions, moi, je dirais que j'articule cette rentabilité autour de 5 points. La première des choses, c'est de réfléchir le stade avant la compétition, de réfléchir le stade de la compétition lors de la phase conception, la conception architecturale, c'est-à-dire qu'au lieu de penser à un ouvrage qui va accueillir seulement les compétitions, il faut le réfléchir. Et d'ailleurs, maintenant, avec le cahier de charge FIFA 2030, on était obligé de réfléchir les stades dans ce sens, en y intégrant beaucoup d'espaces d'hospitalité, de VIP, de loges, de loges destinées à plusieurs catégories de personnes. Donc, lors de la programmation, comme disait M. François, lors de la programmation architecturale, il faut tenir compte de tous ces facteurs, ne pas construire un stade et venir après dire oui, je vais rajouter du commerce, je vais rajouter des zones de culture, des zones de loisirs, c'est pas possible. Donc il faut réfléchir lors de la programmation architecturale et faire des stades qui vont accueillir des matchs, des stades polyvalents. Ça, c'est le premier point et c'est le plus important parce qu'après, c'est difficile de venir, surtout, comme vous savez, les stades, c'est des méga structures, c'est des bétons énormes, c'est des voiles, c'est de la structure, de la charpente métallique. C'est vraiment difficile de venir changer après. Voilà, donc ça, on l'a fait pour
nos stades, surtout ceux qui vont être reconstruits à nouveau, comme c'est le cas du stade du complexe sportif Moula Abdallah. On a réfléchi dans ce sens parce qu'on l'a démoli et on l'a reconstruit. Bien sûr, ça va de soi pour le stade Hassan II à Ben Slimane. La même chose pour les stades de Fès, Marrakech et Agadir et Marrakech, Agadir et Fès, pour lesquels on a fait deux versions, la version Cannes et la version Coupe du Monde 2030 qui va être entamée, Inch'Allah, juste après la Cannes. Donc, on a réfléchi des projets dans ce sens. Et pour le complexe Mohamed V qui va voir, ça c'est juste pour l'information de l'audition, c'est que le samedi, il y aura le premier match du fameux derby Raja Wydad à Casablanca au stade Mohamed V. C'est comme un match d'ouverture et d'achèvement du projet. Voilà, ça c'était le premier point, c'est-à-dire qu'il faut tenir avant la conception de la rentabilité du stade et de l'usage après l'achèvement des travaux. Le deuxième point, c'est l'implantation elle-même du stade, l'implantation et la construction des stades. Il doit être réfléchi de façon à les implanter dans des zones à fort potentiel de développement économique, ne pas les construire dans une zone qui connaît déjà un développement économique, où il y a les transports, où il y a beaucoup de choses. Donc ça aussi, c'est un facteur pour la rentabilité. Le troisième facteur étant les partenaires publics-privés pour les partenaires publics-privés et qui peuvent assurer une gestion à long terme de ces stades. Le quatrième point, c'est bien sûr l'implication des clubs locaux et le fait de favoriser l'entrée du public avec des tarifications qui sont inclusives. Et le dernier point, c'est de transformer ces stades, ça c'est le plus important, c'est de transformer ces stades en des pôles de vie, de commerce, de loisirs et de culture, afin qu'il faut faire de ces stades des ouvrages qui seront utiles au quotidien, pas seulement pour les matchs. Voilà, merci, c'est comme ça que je vois la rentabilité après l'achèvement de ces stades. Merci. Merci beaucoup, Madame Ben Moussa. Adil, je me tourne vers vous. Donc, la question de la rentabilité des stades. Bon, je pense que tous les points ont été dits là, mais bon, si je pars du dernier point, en fait, et c'est quelque chose sur lequel on est tous, je pense, d'accord, et on en avait parlé avec Samson, c'est qu'un stade, quand il est construit, il devrait abriter des événements pendant toute la semaine, et accessoirement, il y aurait un match de foot samedi ou dimanche. En fait, ça, c'est l'idée principale, en fait. C'est de faire de ce stade un centre de vie de tous les jours. Et puis, bien sûr, y jouer des matchs de foot. En tant que Fédération royale marocaine de football, ce qu'on a, c'est que on a plusieurs programmes de réhabilitation avec l'ANEP de stades, pas que les stades de la Coupe du Monde, mais aussi des stades de clubs qui jouent bien sûr les compétitions nationales ou bien continentales. Et sur ce, on a quand même des cahiers des charges. Des cahiers des charges qui peuvent varier et qu'il faut suivre. Maintenant, il faut aussi inclure toutes les parties prenantes dans la construction-rénovation, les clubs, bien sûr, nous aussi quand on construit et quand on rénove, la Confédération africaine de football, la FIFA. Et l'idée principale, à la fin, on revient toujours à cette idée d'héritage qui commence avant de construire, c'est d'avoir des stades qui puissent être rentables. On peut voir au niveau international qu'il y a plusieurs
choses qui se font dans ce sens, genre la vente des naming rights, ou bien des droits de naming, ou bien créer effectivement ces pôles de vie tout autour des stades. C'est des choses qui marchent, mais qu'il faut aussi pouvoir implanter au niveau local et voir si ça peut marcher aussi. Donc voilà, en gros, il faut vraiment penser le stade comme un, je vais pas dire un territoire, mais Un espace de vie, en fait. un espace de vie qui puisse être utilisé tous les jours. Voilà. Merci. Samson, over to you. The question on profitability of stadiums beyond the big events. How do you think we can ensure it? From a CAF perspective, it's an excellent question because there is always a debate about white elephant stadiums when they host competitions, what happens afterwards, and I think the question is alluding also to that. I already talked about here because Morocco maybe not the best example for that because the stadiums are being used by the clubs. As Madam Ben Moussa said, the Stadium Raja and Wydad are going to play their match in the derby, so they're being used regularly for the competitions, even the ones being closed and used. But from a CAF perspective, from other, use example of, let's say, South Africa. South Africa, I would believe they have a very good model in that because South Africa have a stadium management company and they use the stadiums for a lot of other events other than football because stadiums should be able to have a life after because it's not every week, to be honest, that all the stadiums are being used. So we encourage the stadiums to be used for other events, but as far as the first use of it is being preserved, which is the pitch and the infrastructure, and to be able to maintain it, you need to be able to have revenue from other sources, and then you do. So we encourage that, and I'll use the example of South Africa and also even Rwanda. They have a good model that is being used in South Africa. I think they use the stadiums for other events, the concert. I think recently Chris Brown was in South Africa. He had a concert there. And I would talk about, it's good to talk about football, but also to talk about the model that does work because we know a lot of big international artists, global superstars, and we have a lot of them in Africa. When they do their tours, I think there's American artist, Taylor Swift did the Eras tours, but when she went around the world, she did them in stadiums. And most of the big stars, they skip Africa because we don't have the arenas to host this kind of events. Chris Brown's exception, he went to South Africa, but the only venue where you could do it was a stadium. And then, of course, the return was great. So I think with the pleasure also with, as Mr. Francois said, I had the pleasure also of seeing the main stadium here in Rabat. It's a world-class stadium, not only that best stadium that would be in Africa, but also in the world, it would be one of the best facilities. So this facility can be used for such events, other international events, because the infrastructure is made for things like that outside of football. So I see it being a hub for having a lot of good international events, that the amount that will be generated from it can help to maintain the stadium from one event for maybe even 6 months. So this is the way that I see living outside of football. Because we're here, we can talk about how football could be used, but I think that these are some of the ways that the stadiums can be used. Thank you, Samson. François, je me tourne vers vous sur la question de la rentabilité des stades. En tant que personne qui conceptualise les stades, comment est-ce que vous l'envisagez au stade de la conceptualisation? Alors, ce qu'Abil mentionnait tout à l'heure, il mentionnait la question de la contrainte programmatique qui vient de la nécessité de l'organisation, de la bonne organisation des événements sportifs, qu'ils soient internationaux, Cannes, FIFA, mais aussi de l'organisation du tournoi domestique du championnat du Maroc. Un très bel exemple, c'est celui-là. Et c'est l'exemple de la question de la multifonctionnalité des espaces et de la possibilité de réutilisation des espaces qui ont été bien conçus. Vous êtes ici dans une université, l'université Mohamed V, vous avez un auditorium qui est l'auditorium de l'université, mais qui a été conçu de telle manière qu'il y a un certain nombre d'espaces qui peuvent être utilisés lorsque c'est une université, mais que vous utilisez maintenant, tous, comme étant un centre de conférence. Et quand vous pensez à des stades, maintenant il faut aussi penser à ces stades comme étant des lieux de multifonctionnalité. C'est-à-dire que même si des conférences ne sont pas encore envisagées, par exemple dans le stade de Hassan II à Ben Slimane,
les contraintes du cahier des charges de la FIFA sont telles que nous savons en tant que concepteurs, et nous l'avons organisé de telle manière que des conférences, des séminaires, du MICE puissent être organisés dans ces espaces-là. Quand vous avez un stade, vous avez aussi des lieux d'hospitalité dans lesquels vous allez servir à manger à des gens en jour de match. Ce qui veut dire qu'il y a une cuisine centrale, il y a du back-office, il y a des zones de dessert, il y a des zones de fonctionnalité générale qui font que un jour, ce n'est pas encore le cas, mais un jour, certains des espaces d'hospitalité de Hassan II ou de Moulay Abdallah pourraient être transformés toute l'année en restaurant. C'est-à-dire qu'actuellement, nous sommes en train de faire la rénovation du stade de Strasbourg. Il y a une zone qui est un restaurant, qui va être un restaurant toute l'année et il sera transformé en zone d'hospitalité les jours de match, 26 fois par an. Le reste du temps, c'est un restaurant qui utilise l'ensemble des facilités du stade, la vue, la proximité, l'ensemble des transports et des infrastructures qui auront été réalisées afin d'innerver le tissu urbain et donc le tissu social. Donc tous ces espaces-là, quand on conçoit des stades, quelquefois, les espaces n'ont pas encore des fonctionnalités attribuées, mais nous les concevons afin de pouvoir leur permettre d'être utilisés de cette manière-là. Très bien, merci beaucoup. Alors, il nous reste 10 minutes. J'aimerais vous poser peut-être une dernière question sur l'innovation dans les stades. À la fois, alors, l'innovation dans les infrastructures de manière générale. L'innovation dans les stades, on le voit notamment aux États-Unis, il y a plein de nouvelles infrastructures qui se développent, comme l'Intuit Dome de Los Angeles. Mais aussi penser à l'innovation au-delà des stades, donc développer des infrastructures pour les nouvelles modalités du football. On voit l'émergence de nouvelles ligues comme la Border League, par exemple, en Europe. Comment est-ce qu'on se prépare en fait pour le futur et comment est-ce qu'on prépare nos infrastructures pour le futur? Je commence avec vous, François, comme vous êtes notre architecte du panel. C'est gentil, merci. Afin de pouvoir penser demain, il faut absolument penser aux personnes qui seront là demain. Et ce n'est pas vous, ni moi. Ce seront des générations qui sont maintenant préadolescents ou même pas adolescents. Ces gens-là, ces populations-là, et elles sont nombreuses en Afrique. Elles représentent la majorité de la population du continent. Ces personnes ont une relation immersive aux espaces qui ne correspond pas à ce que nous avons connu. Donc nous sommes en mesure de tenir compte et d'intégrer tous les systèmes d'innovation immersive qui peuvent être imaginés pour le moment. Vous mentionniez le COSME, la sphère de Las Vegas que nous avons réalisé. Ce sont des zones d'immersion qui peuvent être de dimension extraordinaire, mais aussi de petite dimension. Le COSME dont vous parlez, ce sont des espaces qui sont un tiers, voire la moitié de cet espace-là. Ce qui veut dire que l'innovation et la possibilité de mettre en immersion les gens pour leur donner un maximum d'interaction avec leur téléphone portable. Parce que on en a tous un. Il y a 25 ans, vous n'en aviez pas un. Et dans 10 ans, vous n'aurez peut-être pas ça. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que eux seront déjà sur la crête et auront déjà intégré dans leur manière de vivre, d'utiliser les espaces, ces éléments-là. Alors par exemple, on parlait de cet espace-là, mais il suffirait de regarder les salles de conférence des deux grands stades, celui de Moulay Abdallah ou celui de Moulay Hassan. Ce sont des espaces qui sont voués à être utilisés de manière différente, à intégrer de l'innovation dans ces espaces-là, à venir après et ajouter un ensemble d'écrans LED à 360 qui permettrait ces innovations-là, l'utilisation de ces innovations-là. Après ça, il y a une autre chose, c'est l'utilisation du sport comme ciment social. Je vous conseille d'arriver tard à Rabat le soir et de rentrer dans la ville pour voir l'ensemble des stades de 5 par 5, 7 par 7 qui sont utilisés à minuit. Le sport est un moyen d'intégration, tout aussi innovant. Merci François. Madame Oui, Vanessa. je compléterai ce qu'a dit M. François.
par le fait que les stades qu'on est en train de construire, c'est vraiment des stades intelligents. Et l'innovation, jusqu'à aujourd'hui, toutes les innovations ont été intégrées. Et l'innovation transforme vraiment les stades et en général les lieux de divertissement, parce que c'est des lieux où on utilise le top de la technologie, par exemple, de point de vue sonorisation. Les sièges, il y a des bornes Wi-Fi sous les sièges, chaque 3 sièges à Rabat, c'est ça. Chaque 3 sièges, on a une borne Wi-Fi. Il y a tout, comme a dit M. François, les LED, les écrans LED, il y a les écrans géants, il y a toute la sonorisation. Il y a la sonorisation d'ambiance, il y a la sonorisation de puissance, il y a des salles de conférence qui sont hyper bien occupées en technologie. Donc, vraiment, l'innovation a vraiment transformé ces stades. Et sachez que pour les 7 stades qu'on est en train de faire au Maroc, on a appliqué tout ce qu'il y a de plus nouveau qui existe. Et pour le projet Hassan II Ben Slimane, on utilisera encore les technologies qui viendront d'ici 2030. Et l'Afrique, il a beaucoup de potentiel pour développer ces stades de par sa jeunesse qui est hyper branchée, qui est très jeune, de point de vue culturel. Et surtout en Afrique, la digitalisation est en voie vraiment de croissance. Donc l'innovation, oui, il a vraiment transformé nos stades. Merci. Adil, je me tourne vers vous sur la question de l'innovation. Ben, je rejoins un peu François sur ce qu'il a dit. Et si on revient un peu en arrière, les stades ont beaucoup changé. C'est-à-dire que ça soit sur la partie sécurité, on n'a pas parlé de sécurité, mais c'est un élément essentiel dans l'organisation des matchs. Il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de match qui puisse se jouer. Ou bien sur la partie construction, où il y a eu énormément de changements dans la manière de construire avec tout ce qui est en durabilité, gestion de l'environnement, etc. Mais aussi, on y reviendra toujours, c'est l'expérience stade. Et dans l'expérience stade, il y a l'expérience des joueurs, des arbitres, de toutes les parties prenantes qui sont au stade les jours de match ou hors jour de match, les spectateurs, mais aussi les téléspectateurs, à la télé, bien sûr, à la télé ou bien maintenant sur tous les dispositifs qui puissent retransmettre un match. Donc c'est quelque chose de très important. Effectivement, c'est fait pour les générations d'après, les générations futures, parce que peut-être bien que, je donne un exemple sur la candidature, on parlait de 5G, que les stades doivent être prêts pour la 5G, mais peut-être bien qu'on n'aura pas la 5G, on aura peut-être bien autre chose, effectivement. Donc tout ça doit être pris en compte. Il faut bien sûr s'assurer qu'on pourra le faire à ce moment-là, et donc préparer les plans pour pouvoir dérouler ensuite. Donc voilà. Merci. Samson, over to you. Thank you. I think I'll take from what Mr. Francois said. So Africa is the youngest population in the world. And I think about 60% is less than 25 years old. So the generation that we have, they're digital first. They were born with the technology. And for Africa, I mean, not in the world, I mean, Africa, innovation should not be looked at as a luxury. From the generation that's using the stadium, it's expected. So it's not something that we need to think about, and we need to build the expected. And the generation that we have now, the ones that are going to be using the stadium, they don't just watch football, it's things that they experience football. So the way that they watch football, if we want to keep them engaged in football, African football, they expect to have digital ticketing. They're not going to be using paper tickets. So the stadiums have to be compliant to that. They expect on social media, the experience, even the attention span is very, very short.
So even when they're in the stadium, it's not just the regular 90 minutes. The experience has to be different. So it's not luxury, something that needs to be built in that. And as we have a young generation, young population, and Africa, as you know, in terms of innovation, in Kenya, in Nigeria, and the rest of the country, we have a lot of startup companies that are pushing innovation. So we've seen a lot of good collaboration because not only from an infrastructural side, they also understand these companies and the telecommunication companies that to survive, you need to innovate. And to need to innovate, you need to meet the youth. And the place to meet the youth is a lot in the stadium football that they consume. So there's been a lot of collaboration in terms of even telecom companies and integrating into the stadiums. We've seen it also in Tanzania. I think in Tanzania, the clubs there are pushing the boundaries, meaning that all the fans going to the stadium, they know that it's digital. They don't expect anything more than that. So it's beginning to integrate into the stadium. So for me, I think that we need to realize that innovation is no longer a matter of luxury. It's something that is standard, that the youth expect it. And I'm happy also that here in Morocco for the African Cup of Nations, all of the stadiums are basically digital first facilities. The facilities are integrated into the new technology, and even maybe come 2030 for the World Cup, technology would have advanced that it needs to also have changed because the experience that we watch football will be completely different, but the stadiums are built to be able to adapt to this new technology. So we understand it, we see it, and everyone is conscious of it, and we build it. So yeah, thank you. Thank you, Samson. Il nous reste 30 secondes, mais j'aimerais quand même clôturer sur une question à Madame Ben Moussa et à Adil. Je sais que l'ANEP et la Fédération collaborent pour soutenir le développement d'infrastructures sportives sur le reste du continent africain. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ce programme? Merci. Oui, merci. Donc, effectivement, on a travaillé avec la Fédération royale marocaine de football qui place en nous une grande confiance. Et on a travaillé ensemble pour la mise à niveau d'un programme des stades en Afrique, particulièrement pour l'aménagement des stades en gazon synthétique pour 17 pays. Je vais citer quelques exemples. Donc, le Sénégal, le Djibouti, le Sao Tomé, le Burkina Faso, Rwanda, ainsi de suite. Et aussi, on a réalisé 2 terrains en gazon naturel au Burkina Faso et en Mauritanie. Et on a fait des programmes d'équipement en mobilier, de sièges de gradins. Je pense des sièges de gradins au Burundi et en Sao Tomé. Voilà, et sachez que nous sommes disposés et entièrement à la disposition de nos confrères africains pour apporter toute l'expertise et toute l'aide et l'appui à travers l'expérience qu'on est en train d'acquérir et qu'on a acquis pendant les 30 années passées. Voilà, merci. Merci bien. Adil, un dernier mot sur ce programme? Donc rapidement, en 2 mots. Et en fait, il y a deux parties. Il y a la partie infrastructure, mais aussi la partie organisation. Sur la partie infrastructure, on travaille effectivement étroitement avec l'ANEP. On a signé plusieurs accords avec des fédérations sur le continent, donc fédérations africaines. Et sur la partie organisation, je vais donner aussi un exemple. On a été aussi aider la Fédération rwandaise de football sur le CHAN 2016, si je me rappelle bien. Et puis aussi la Fédération burkinabèse sur leur match final de Coupe nationale. Donc on active beaucoup ce genre d'opérations. Et je pense que c'est quelque chose il faut s'assurer que ça aille au-delà de 2030 et au-delà des échéances qui nous sont été parties. Voici. Très bien. Merci à tous les 4. On peut les applaudir. Merci pour tous vos commentaires. Great. Thank you very much. That was a